de montrer la preview de ces Cleveland Cavaliers. Preview signée Xavier Stuff de son pseudonyme. Une illustration, vous le savez maintenant, signée Jordan QI Basket, le cofondateur du Le site. cofondateur, bien sûr. Ah, merci Constant, ça me fait plaisir d'avoir des fidèles qui suivent le cofondateur, vous l'aurez compris. Il faut que tu dises shout out, Clément. Dis shout out. Shout out, mais alors je le fais sans accent ou avec accent, c'est ça qui compte aussi. Oui, fais-le. Shout out. Shout out du coup à Jordan, bien évidemment, et à Xavier du coup à l'écriture de cette preview. Une écriture de Xavier où on ressent, on peut le dire, la rancœur du fan après cette saison pour les Cavs qui était plutôt excellente, très bonne d'ailleurs, c'est comme ça qu'il introduit la preview en précisant bien que c'est une des versions qu'on pourrait retenir de ces Cleveland Cavaliers, une version peut-être un petit peu biaisée, biaisée tout simplement, parce que lui se remémore plutôt la difficulté des playoffs et surtout la fin, l'élimination en playoffs face aux New York Knicks, élimination 4-1, élimination cinglante, qui a mis en lumière pas mal de manques, de limites de l'effectif du côté des Cavs, du côté de Cleveland, avec en tête bien évidemment un manque criant de spacing, une problématique à l'aile notamment en particulier, une problématique de rebond d'autant plus dommageable que face aux Knicks, dont c'est une spécialité, ça a fait très mal à cette raquette des Cavs et à l'équipe tout entière, mais aussi peut-être un problème de banc de profondeur. Messieurs, est-ce que c'est un constat que vous partagez? Peut-être je te lancerai toi Guillaume pour l'instant avant de revenir sur Constant. Est-ce que c'est un constat que tu partages, ce constat un petit peu sombre et ces limites du côté des Cavs qui ont été mis en lumière dans les playoffs? C'est un constat que je partage en partie, on va dire. Disons, alors moi avant les playoffs, je les voyais aller loin, c'est-à-dire même battre Milwaukee. Donc je m'étais pas planté sur le côté Milwaukee est moins fort que ce qu'on dit, et je m'étais planté sur les Cavs. Il y a plusieurs problématiques, je trouve, sur cette saison. Il y a peut-être une par rapport à l'effectif, on y reviendra plus tard, mais sur la performance en elle-même de la saison, pour moi, le côté rebond offensif des Knicks a été beaucoup médiatisé, mis en avant, et de manière assez compréhensible. Mais pour moi, l'histoire de cette série, c'est pas tant ça. C'est en partie ça, mais c'est pas le facteur principal, à mon sens. C'est pas le côté on se fait manger au rebond. Pour moi, le facteur principal, c'est le manque de spacing de cette série. Et c'est le fait que tu as une des meilleures attaques de NBA, qui sont 7e en saison régulière, qui sont même 10e sur du jeu en demi-terrain spécifiquement. Donc c'était pas qu'une attaque de transition, hein. On a une vraie bonne attaque de demi-terrain, mais qui en fait est arrivé en playoff. Et vous regardez les matchs, vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui est en train qui déplie la tente Quechua là, de camping, qui se met dans la raquette et qui empêche en fait Mitchell ou Garland de faire quoi que ce soit. Et pour moi, c'est surtout ça, en fait, l'histoire de cette série contre les Knicks et de cet échec de la saison, finalement, c'est l'absence de spacing. Et du coup, ce qui peut emmener en conséquence à plusieurs questions, qui est, d'une part, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on a résolu ou pas cette question du cinquième homme, finalement, en plus du top 4, et voire même, pourquoi pas, en arriver à se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut mieux organiser les minutes entre les deux intérieurs. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, cette absence de spacing a été le truc principal de cette saison qui a fait que, en effet, du coup, de facto, on peut dire, bon, Garland et Mitchell, ils ont été moins bons en playoff, certes, mais il y avait aussi des raisons, quoi. Il y avait des raisons pour moi qui est qu'en face, bah oui, c'est les playoffs, et donc c'est pas du tout le même contexte qu'en saison régulière, qu'en face, tu as aussi un coach défensif qui n'hésite pas à faire des choix un peu tranchés, et qui là a clairement surchargé le terrain autour des deux porteurs de balles, et du coup, il n'y avait plus la place d'opérer, quoi. Donc voilà, c'est un constat qui pour moi a été assez surprenant parce que c'est une équipe qui tournait extrêmement bien en saison régulière. Je savais qu'il y avait cette petite faiblesse potentielle. Je pensais pas qu'elle exploserait à ce point à la figure des Cavs. Constant, est-ce que tu partageais, est-ce que tu as pu voir la série un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a sauté aux yeux? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont parlé concernant cette déroute des Cavaliers que tu as remarqué qui te semblerait intéressant de pointer du doigt? Oui, évidemment, j'ai suivi cette série. Déjà, alors, pour revenir sur ce qu'a dit Guillaume, si Guillaume prédit que votre équipe va aller loin en playoff, c'est généralement pas bon signe, puisque Guillaume, pendant à peu près 7 ans, a pronostiqué les Rockets de James Harden champion. Donc c'est jamais bon signe quand Guillaume fait un bon pronostic sur votre équipe en playoff, mais je vais faire mon mea culpa, puisque moi-même, je voyais les Cavs aller
pas très loin en playoff, mais je les voyais beaucoup plus forts que ça. Je trouvais, j'ai dit dans un épisode de Dunk Hebdo par exemple, que pour moi, en termes de niveau, ils étaient au même niveau que les Nuggets. J'ai dit ça à 3 semaines, 4 semaines avant que les playoffs débutent, donc ça montre bien évidemment mon niveau d'analyse très poussé. Beau joueur de le reconnaître et de le rappeler. Mais il faut reconnaître ses erreurs. De toute façon, elles sont trouvables sur le net. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est pas de cacher ses erreurs, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a commis cette erreur-là. Et l'une des erreurs pour lesquelles, l'une des raisons pour lesquelles j'ai commis cette erreur, c'est que je trouvais que les Cavs avaient un profil d'équipe de playoff avec son rythme très low tempo, avec sa pace très faible. C'était peut-être même l'équipe qui avait la pace la plus élevée, la plus faible de toute la NBA. Je crois que c'est mentionné dans l'article. Je confirme, selon la preview, Xavier a été chercher le rythme, mais effectivement 30e au pace. Voilà, tu avais la meilleure défense de NBA au defensive rating, et ils sont tombés face à une équipe des Knicks qui a pas joué un basket formidable, je trouve, sur cette série. Mais ils ont joué leur basket et ça a suffi pour faire un petit peu déchanter et faire un petit peu dégoupiller ces Cavs. Je rejoins ce qu'a dit Guillaume sur le fait qu'on a beaucoup souligné l'impact du rebond offensif des Cavs qui a fait beaucoup de mal des Knicks qui a fait beaucoup de mal à cette équipe des Cavs sur toute la série. Mais au-delà de ça, c'est surtout une faillite, je trouve, offensive. Et le fait que tu avais un duo avec Donovan Mitchell et Darius Garland qui, pour moi, a été largement critiquable. Je trouve que Donovan Mitchell, même si on peut expliquer par un manque de spacing, on peut expliquer par cette problématique du 5e titulaire qui était Isaac Okoro ou qui était Caris LeVert en fonction des matchs, Donovan Mitchell n'était vraiment pas irréprochable sur le restant de la série, durant toute la série. Donc oui, il y a vraiment une problématique où c'est Tom de Dunk Hebdo qui en parle souvent, qui dit les playoffs sont un moment révélateur de liens faibles, et je trouve que les liens faibles ont été extrêmement marqués du côté des Cavs sur ce premier tour, avec notamment cette problématique de l'aile et cette problématique du spacing. Donc, avec le recul, c'était une défaillance qu'on aurait peut-être pu prévoir. En tout cas, il y avait quelques signes avant-coureurs qui auraient pu prédire que les Knicks allaient passer. Mais à ce point, pour moi, c'est relativement surprenant. Et sans trop empiéter sur ce qui a été fait durant l'été, les Cavs ont effectué une des intersaisons que je trouve les plus intéressantes, parce qu'ils ont clairement identifié leurs problèmes, ils ont essayé d'apporter des solutions à cette problématique. Tu m'offres la transition parfaite. On voit l'homme de média, bien sûr, puisque vous connaissez maintenant la chanson et l'habitude, bien sûr, dans ces previews, qui est d'aller faire un petit point sur les arrivées et les départs, ainsi que l'ensemble du roadster après cette intersaison. Nous avons donc en arrivée Max Strus, Ty Jerome, George Niang, Damian Jones, Tristan Thompson, Emoni Bates, Isaiah Mobley, frère d'Evan Mobley, Craig Porter Jr. et du côté des départs depuis les Cavs, Cedi Osman, Lamar Stevens, regretté membre de la hipster team de chez Guillaume bien sûr, Raul Neto, Dylan Windler et Danny Green. Le roster, ça nous donne au poste de meneur Darius Garland, Ricky Rubio, Craig Porter Jr. Au poste d'arrière, Donovan Mitchell, Caris LeVert, Ty Jerome, Sam Merrill. Au poste d'ailier, Max Strus, Isaac Okoro, George Niang. Au poste d'ailier fort, Evan Mobley, Dean Wade, Emoni Bates, Mamadi Diakité, Isaiah Mobley. Au poste de pivot, Jarrett Allen, Damian Jones et Tristan Thompson. Je peux revenir un petit peu du côté du chat, bien sûr. Et peut-être tu l'as déjà bien introduit, Constant, le fait qu'il y a eu clairement dans ces arrivées, dans ces départs, dans cette intersaison, la cible sur l'aile et sur le spacing pour y répondre, avec des joueurs comme Strus, Niang, Ty Jerome, presque même peut-être, on peut le dire, des joueurs shooters avant tout, qui peuvent potentiellement jouer à l'aile. Peut-être que Strus, on peut en parler, il est peut-être un petit peu petit, mais je pense que dans le contexte Cavs, ça peut se jouer. Est-ce que ça vous semble suffisant d'apporter ce genre d'ajout ? Est-ce que c'est pas un petit peu limité ? Est-ce que c'est pas un petit peu limité structurellement ? Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ces ajouts et de cette est-ce que tu vois ce problème se régler à l'aile et en termes de spacing justement avec ces arrivées ? C'est un peu compliqué parce que effectivement un spacing ça se fait pas avec un homme clairement. C'est un peu parfois l'illusion qu'on peut avoir. Donc là, on a la signature de Max Strus, mais effectivement, on n'a pas. Je trouve pas que ça solutionne à elle seule cette signature tous les problèmes de spacing, mais il faut quand tu le contextualises. Voilà, t'as quand même Garland, t'as quand même Mitchell, t'as quand même Max Strus maintenant. Donc tu peux arriver à faire des choses. On verra aussi à quel point est-ce que Mobley peut jouer un peu plus loin du panier, peut éventuellement commencer à développer le petit jump shot qu'on espère. En tout cas, à le solidifier.
Donc il y a des aspects comme ça. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne signature, mais c'est vrai que ça me paraît pas non plus une réponse évidente, je trouve. Tu vois, même un profil comme Georges Niang, oui, c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui peut shooter à ce point bien depuis l'extérieur. Tu le rajoutes là-dedans, c'est cool, mais on a bien vu aussi durant toute cette série de playoffs et même la saison dernière en fait, c'est que pour avoir des joueurs forts en playoffs, il faut que ce soit des joueurs viables des deux côtés du terrain. Et en fait, tu peux pas, ou quand tu as des joueurs moins chers, tu peux faire un choix sur que la défense, que l'attaque, mais c'est un peu le problème qu'on a eu l'an dernier finalement. Tu vois, avec des profils qu'on avait avec Okoro, qui était plutôt défensif, ou alors on faisait rentrer Cedi Osman et qui du coup se faisait cibler par les Knicks ou des trucs comme ça. Donc c'est là-dessus où je pense que Max Strus c'est quand même pas mal. Est-ce que ça correspond au côté, le poste 3 viable des deux côtés du terrain, qui du coup peut s'inscrire dans un fond de jeu? Peut-être, peut-être. J'avoue que ma réticence, ce serait sur la créativité tactique de Bickerstaff. Je sais pas si tu veux qu'on l'aborde maintenant ou pas. Mais sur le papier, il y aurait 2-3 trucs à faire, en effet. Après, j'ai l'impression, d'après ce qu'a dit Constant, moi que je suis un peu moins chaud sur l'intersaison des Cavs, parce que lui avait l'air plutôt chaud, d'après ce qu'il disait. Darius Garland-Ten dans le chat qui ajoute justement à le fait de pouvoir peut-être être un peu plus positif que toi, Guillaume, en parlant d'Emoni Bates, qui nous dit création seulement pour lui-même, certes, mais il a un vrai shoot également. Alors après, est-ce qu'il jouera ou pas? C'est Jedi Padawan qui pose la question, ça peut aussi se poser, étant donné que c'est un très jeune joueur inexpérimenté. Constant, toi qui étais chaud justement sur cette intersaison, qu'est-ce que tu réponds aux critiques peut-être de Guillaume, aux limites par rapport au fait qu'effectivement, même si ça va dans la bonne direction, ça reste peut-être plafonné encore par le fait que le spacing est peut-être un petit peu plus structurel que individuel dans ce cas-là? Ça reste plafonné, mais je trouve que dans une intersaison où, en termes de free agency, il y avait assez peu de free agents de qualité, repartir avec Max Strus et Georges Niang, c'est quand même pas inintéressant. C'est parmi les meilleurs renforts que j'ai trouvé autour d'une équipe. Après, je suis d'accord avec ce qu'a dit Guillaume, notamment sur cette problématique de taille avec Max Strus. Et Max Strus est-il réellement un ailier? Je suis pas sûr. Il y a les problématiques défensives effectivement de Georges Niang. Ça, c'est peut-être un point qu'on pourra un peu plus explorer, mais faire cohabiter Darius Garland, Donovan Mitchell défensivement, si tu rajoutes un autre ailier qui peut être un élément négatif en défense, même si tu as une raquette d'élite, les guards adverses peuvent bien se régaler sur la défense de ces trois joueurs-là. Mais je trouve que c'est plafonné, mais au moins les renforts qui ont été faits correspondent à des besoins clairement établis. Je trouve que tu remplaces Max Strus ou Georges Niang, tu insères ces deux joueurs-là et tu les mets à la place d'Isaac Okoro. Tu as quand même une équipe qui est relativement différente, qui est bien plus dangereuse en attaque, parce qu'au moins tu as un joueur qui est capable de sanctionner sur du catch and shoot. Alors Max Strus, c'est relativement irrégulier en fonction des saisons au niveau de son adresse à 3 points, mais Georges Niang, ça fait des années qu'au niveau du volume, si on prend son ratio temps de jeu plus volume, on est sur un volume qui est très haut, on est sur un joueur qui est très efficace. La problématique, c'est que les Cavs, en soi, s'ils veulent franchir un palier, c'était pas avec des arrivées externes que ce palier peut être franchi. Ça va être avec de la progression interne, potentiellement Darius Garland et surtout Evan Mobley. Donc oui, au niveau des renforts, je trouve que ça révolutionne pas la roue et ça ne fait pas changer de statut complètement les Cavs, mais de ce qui a été signé, des joueurs qui pouvaient être potentiellement disponibles du côté des Cavs, c'est deux renforts que je trouve assez intéressants et qui tactiquement, même si on connaît les limitations de JB Bickerstaff, peuvent amener d'autres choses que ce qu'amenait Isaac Okoro et qui étaient des choses que les Cavs n'avaient pas en leur possession l'an dernier. On parlait du fait de la problématique défensive potentiellement à l'aide d'un joueur comme Georges Niang. Il y a Dismaël dans le chat qui nous dit avec une raquette Mobley Allen, peu importe que les défenseurs du backcourt soient horribles, non, point d'interrogation. Il y a plus à gagner en spacing qu'à perdre en défense AMO. J'avais aussi un petit peu ce réflexe-là potentiel, mais c'est vrai que Constant l'a très bien noté. C'est vrai que ce n'est pas que un défenseur potentiellement moins bon sur le backcourt, mais c'est trois potentiellement pas forcément très bons. Ou alors vraiment moins bon, et puis selon aussi le poids offensif que Donovan Mitchell par exemple peut prendre sur les épaules, on sait que son impact défensif va grandement varier selon ça. Darius Garland, même s'il est intelligent et volontaire, il est aussi limité de par ses attributs physiques, donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup à rattraper pour la raquette, et peut-être que ça devient plus
un problème dans ce sens-là. Tu parlais de progression intérieure, ça parle aussi beaucoup de la raquette, bien sûr, Mobley-Allen. Tout à l'heure, Guillaume, tu l'évoquais un petit peu rapidement en disant il faudrait peut-être, est-ce que, en tout cas, en termes de progression, on peut imaginer avoir un Mobley qui shoot un petit peu plus au large. Stuff dans le chat qui est avec nous, qui donc a écrit la preview, bien sûr. C'est une question qui peut se poser pour toi. Je crois que lui, il voit pas mal aussi en tout cas, souhaite de ses voeux plutôt pas mal ce développement. Est-ce qu'on y croit? Parce que c'est aussi la question que je voulais vous poser en termes de spacing. Structurellement, est-ce que c'est possible avec une raquette pareille et un Evan Mobley qui ne shoot pas ou peu au large en fait, parce qu'on a deux intérieurs du coup qui ne peuvent pas s'écarter, et à partir de là, de toute façon, même si tes trois extérieurs peuvent artiller, il y aura toujours cette problématique. Guillaume, est-ce que ça te semble surmontable, ou est-ce que effectivement il va falloir penser soit à avoir une amélioration du côté de Evan Mobley, soit peut-être casser le duo? Qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là du spacing en termes structurels? Là-dessus, c'est vrai que c'est une question qui pour moi est assez. Il faut pas la prendre que en elle-même. Parce que là, c'est vrai qu'on parlait de. Bah oui, leur problème de playoff, c'était le spacing. Bon, tu rajoutes George Niang, qui a fait plusieurs saisons à 40% à 3 points, et Max Strus. Bon, bah oui, c'est un besoin de l'équipe, et tu rajoutes du shooting, certes, mais pour moi, c'est pas ça la question. La question, c'est à une échelle plus globale. Est-ce que ton équipe, quel va être le différentiel d'attaque-défense de ton équipe quand que tu remplaces le profil défensif qui est au courant, par exemple, avec un profil offensif qui est Max Strus? Pour moi, c'est ça la question. C'est pas juste on ajoute du spacing dans une équipe qui en manquait. Non, parce que du coup, tu rajoutes du spacing, mais tu rajoutes aussi des profils moins bons défensivement. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en termes de problématique, c'est plutôt comme ça que je trouve il faut poser la question et réfléchir. Et la question peut totalement être oui, pour moi. Ça peut totalement être gagnant d'avoir des profils un peu moins défensifs et plus offensifs. Mais pour moi, c'est plutôt comme ça qu'il faut la poser la question. Et sur le cas de Mobley, du coup, c'est vrai que moi, je trouve que c'est plus, on va dire, une licorne défensive, un mec qui sort du lot défensivement de par sa polyvalence, l'intelligence, etc., etc. Mais c'est vrai qu'en attaque, je reste un peu sur ma faim de ce côté-là. Non pas sur la production points par match et autres trucs comme ça, je m'en fous un peu, mais le développement des skills pour l'instant, notamment au niveau, tu vois, au niveau du toucher de balle, pardon, je suis pas encore totalement convaincu. Le jump shot, ça me paraît un peu timide, comme on dit, même en termes de mécanique de tir. Donc c'est là-dessus où je pense qu'il y aurait des moyens de faire des choses avec lui en termes de spacing, mais pas forcément de par son shoot. C'est-à-dire que tu peux imaginer en fait créer de l'espace, mais en lui donnant le ballon et en le faisant aller dans le périmètre en fait. Juste pour citer Stuff, du coup, qui nous dit Mobley doit reculer, pas forcément pour shooter, mais aussi pour arriver en mouvement, surtout attaquer face à l'anneau, pas dos à l'anneau. C'est effectivement des subtilités qui peuvent aussi changer son offense, et je te laisse poursuivre, excuse-moi pour l'interruption. Non, mais tout à fait. Non, tout à fait. Et j'allais aussi enchaîner avec les Kings qui ont une attaque de spacing de fou, avec pourtant un pivot qui shoot pas du tout à 3 points. Mais parce qu'en fait, sur les séquences où Sabonis est sur le terrain, tu lui donnes la balle et c'est lui qui fait des dribble and off dans le périmètre. Ah oui, comme c'est lui qui a la balle, il ne fait pas partie du spacing en tant que shooter sans ballon, en tant que joueur sans ballon. Donc tu peux organiser de l'espace autour de ça, quoi. Et pour moi, c'est vrai que si je dois répondre à ta question, comme dans un débat politique, si je devais vous répondre, je pense que le spacing arrivera dans un premier temps plus de cette façon-là, c'est-à-dire des manières un peu différentes d'utiliser Mobley, peut-être de le faire jouer des jeux de main à main, de faire des pick and roll, des trucs comme ça, plutôt que de parier sur, bon, la saison prochaine, il va tirer 3 fois par match à 3 points et il va les mettre à 35%. Ça, je pense que ça peut arriver, mais à moyen terme peut-être. Est-ce que, Constant, par rapport à Mobley, tu rejoins Guillaume? Est-ce que surtout, il y a les moyens de le faire jouer comme ça? Alors peut-être qu'en termes d'effectifs, de personnel purement, on a Darius Garland qui est quand même plutôt bon dans tout ce qui est création, et on pourrait l'imaginer assez facilement sur le pick and roll. Donovan Mitchell, peut-être un petit peu moins, tant il excelle sur l'ISO, mais quoique, ça, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Est-ce que tu imagines du coup les Cavs avoir des possibilités offensives, ne serait-ce que par l'organisation du terrain, ou alors est-ce qu'il y a des choses qui coincent à ce niveau-là? Je trouve que Guillaume a cité l'exemple des Kings, mais Domantas Sabonis est le seul pivot des Kings, et la capacité de création de Domantas Sabonis est supérieure à celle d'Evan Mobley. C'est la différence, c'est que les Kings, si ils avaient fait des 5, alors ils l'ont peut-être fait durant la saison, mais
où il y avait Domantas Sabonis au poste 4, où il y avait Chimezie Metu, et encore Chimezie Metu tire un petit peu à 3 points, où il y avait Rich Reynolds au poste 5, je suis pas sûr que le déploiement du spacing des Kings aurait été fait de la même façon. Je trouve que moi, je suis assez dubitatif sur le développement offensif d'Evan Mobley. Non pas que je trouve que son développement offensif, il n'y a pas de progrès qui ont été effectués déjà depuis son arrivée en NBA, mais je trouve que sur le jump shot, pour moi, on n'a pas vu suffisamment de choses pour que je puisse vraiment croire en son développement. Son passing était légèrement en progrès, je trouve, que ce qu'il avait montré durant sa saison rookie. Mais effectivement, la réelle problématique, c'est que au niveau des caves, c'est un peu pick your poison, quoi. C'est que tu vas devoir faire un choix entre l'apport défensif que peut avoir un Isaac Okoro, contrairement à son apport offensif, ou alors tu pars sur le pari attaque avec Georges Niang, mais quid de la défense. Donc oui, je trouve que j'ai vraiment du mal à voir l'utilisation des deux intérieurs pour voir comment ils peuvent coexister, pour comment ils peuvent essayer de réduire ce problème de spacing. Peut-être donner un peu plus de balles en main à Evan Mobley, effectivement, ça peut être une des solutions. Vous avez parlé du playmaking de Darius Garland que je trouve très bon. Le playmaking de Donovan Mitchell, je peux me tromper parce que j'ai pas vu les 82 matchs des Cavs, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même, et on en a parlé dans le DH20, c'est un playmaking, euh, on va dire, de guard que moi je trouve assez prévisible dans le sens où Donovan Mitchell, tu sens que lorsqu'il va essayer de faire une passe, il n'a pas le même jeu, il n'a pas le même body language, je trouve, que lorsqu'il se décide à jouer une isolation pour aller shooter. Ça, ce n'est que mon avis. Donc voilà, au niveau des caves, je trouve que sur l'utilisation d'Evan Mobley, j'ai vraiment du mal personnellement à voir comment tu peux l'utiliser pour essayer de résoudre ce problème de spacing. Peut-être, ouais, l'intégrer un peu plus dans le jeu, lui donner un peu plus l'éloigner un petit peu du panier. Mais comment les défenses vont réagir si Evan Mobley joue un peu plus loin du panier? Est-ce que les défenses vont sortir? Est-ce que les défenses vont pas sortir? Et je parle même pas forcément d'un Evan Mobley derrière la ligne à 3 points, mais d'un Evan Mobley un peu plus loin, qui recule un petit peu du cercle, comme ça a été dit dans le chat. Donc oui, il y a beaucoup d'interrogations, et malheureusement, je fais moyennement confiance sur la capacité de JB Bickerstaff de résoudre ces problématiques. Mais, encore une fois, je trouve que ce qui a été fait durant l'été te permet en tout cas de développer une partie de ton playbook, mais de l'autre côté, ça va t'apporter d'autres problèmes. Stuff qui nous disait justement dans le chat, Mobley en short roll, c'est parfait, il peut shooter à 5-6 mètres ou kick out sur un shooter. Mais il y a JB, Allen, il doit aller dans le short corner et attendre et profiter des backdoors. Short corner, même peut-être dunker spot encore plus près. Il y a cette interrogation, tu finissais là-dessus, Constant, sur JB Bickerstaff. Guillaume, tu en parlais tout à l'heure un petit peu. Est-ce que c'était pas... alors on peut le regretter, ça reste la réalité des choses. Il a été... critiqué, parce qu'il était critiquable, le coach des Cavs. Il n'y a pas eu de grande adaptation du côté des playoffs, alors il était un petit peu contraint. Est-ce que néanmoins, avec justement ce que dit Constant, les quelques apports qui peuvent être amenés avec l'intersaison, est-ce que tu l'imagines potentiellement créer des choses, ce coach-là, ou est-ce que tu pars avec un a priori un petit peu négatif? Je pars toujours avec un a priori négatif. Parce que je me souviens de quand il a pris la place des Rockets en 2016, la place de McHale, que c'était très moche, c'était la pire saison des Rockets avec James Harden, etc. Donc déjà quand il est arrivé aux Cavaliers, j'étais assez étonné, agréablement surpris sur la saison dernière, parce qu'il y avait quand même certains trucs intéressants. Je trouvais qu'il y avait un peu exagération parfois sur certaines louanges qui pouvaient être faites à son sujet. Mais en fait, moi, là où je l'aime bien, c'est notamment dans le développement de joueurs. Je trouve qu'il est plus intéressant dans le développement de joueurs que la créativité tactique, pardon. Par exemple, Jaren Jackson avait fait de bons trucs avec lui, notamment en post-up. Il avait fait pareil avec Lauri Markkanen, notamment dans cette veine-là. D'ailleurs, Markkanen commence un peu à rebondir à Cleveland avant de ensuite exploser à Utah. Et c'est un peu grâce à lui. Donc j'aime plutôt pas mal le côté développement de joueurs, ce qu'il arrive plutôt à en faire. Mais pour moi, la créativité tactique, c'est là-dessus où lui, pour le coup, c'est un peu pris en pleine poire la marge des playoffs, si on peut dire. Parce que oui, c'est sympathique de faire 2-3 systèmes en sortie d'écran ou des trucs un peu gadget en saison régulière. Bon, gadget, j'exagère un peu, mais c'est sympa de faire des trucs comme ça en saison régulière. On a vu que ça a bloqué un peu plus en playoff, où il n'y a pas eu forcément toujours les bons choix. Donc, pour te répondre, bah oui, je suis pas hyper confiant non plus pour la saison prochaine, sachant aussi que, de toute façon, je pense qu'il y a aussi la nuance à dire, en même temps, quand tu as cette raquette-là qui a ces limitations-là offensives,
à quel point aussi est-ce qu'on peut pas parfois aussi mettre le manque de créativité ou le manque de solutions trouvées plutôt, un peu partager les torts, si tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que certes, lui n'a pas été, fantastique, mais en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas non plus, sur certaines séquences, totalement pas faire jouer Jarrett Allen ou Evan Mobley ou des choses comme ça, quoi. Donc, C'était un peu une pas de fan, mes pas trop fan. questions, je t'avoue, Vas-y, vas-y. dans le sens où est-ce que Mobley, notamment tu parlais de licorne défensive tout à l'heure, est-ce que c'est pas suffisant pour avoir un plancher défensif assez fort pour le mettre tout seul sur le terrain comme ancre défensif et du coup s'offrir peut-être un petit peu plus de spacing d'un côté? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à tenter de ce côté-là? Est-ce que vraiment cette raquette-là est immuable? On sait que c'est l'identité défensive de la franchise, numéro 1 defensive rating la saison passée, leur force première. Est-ce que c'est problématique au point de devoir imaginer de split les deux intérieurs, ou il y a quand même moyen de jouer entre les deux? Toi, tu es plutôt vraiment strictement sur le fait on peut pas vraiment changer ce système-là a priori. Si, tu peux totalement. Tu peux totalement. Et d'ailleurs, je pense qu'en saison régulière, ça va se faire de stagger, pour utiliser un mot que t'aimes bien, de stagger les minutes de Jarrett Allen et Evan Mobley. Mais le truc, c'est une fois que tu arrives en playoff, qu'est-ce que tu fais, quoi? Enfin, en playoff, tu peux pas limiter le nombre de minutes de tes meilleurs joueurs, quoi. Si t'as rien derrière, évidemment. Si si tu as Jarrett Allen et que tu peux le faire s'asseoir pour faire sortir du banc, je sais pas moi, Ford ou des joueurs comme ça, oui, ok. Mais sauf que t'as pas ça en termes de ressources à Cleveland. Donc oui, c'est pour ça que je te dis sur la saison régulière, je pense que ça va être très intéressant. Et ça l'était déjà l'an dernier, pour le coup. C'était excellente attaque, excellente défense. Mais voilà, encore une fois, j'en reviens à cette question du spacing. Tu me poses la question. Est-ce que tu peux imaginer peut-être long terme n'avoir que Evan Mobley? La question, c'est pas que l'attaque ou que la défense, c'est imagine si tu remodèles toute ton équipe, à quel point est-ce que faire le choix offensif, faire le choix d'avoir Evan Mobley en seul intérieur plus du spacing, à quel point au niveau du différentiel attaque-défense, ça c'est plus intéressant ou pas que d'avoir une raquette Jarrett Allen et Evan Mobley avec les limitations offensives qu'on connaît. Là-dessus, il ne faut pas prendre en compte qu'un côté du terrain à chaque fois, mais l'ensemble en fait. Et là, j'ai pas de réponse à vrai dire. Je pense qu'à court terme, de toute façon, on va rester comme ça. Et la solution, c'est un peu plus de créativité tactique, je trouve, mais bon, c'est quand même une limitation assez grande. Donc, on peut pas non plus tout mettre sur le dos de Bickerstaff, à mon avis, parce que même si lui n'a pas été parfait, ah ouais, il y avait quand même certaines limitations. On a bien vu qu'ils sont pas arrivés à le trouver, ce cinquième homme, voire même cette rotation de 5, 6, 7 joueurs en playoff, quoi. Kamel lance. Ah, vas-y, excuse-moi, Constant. Non, mais c'est un fan du Thunder en plus. Donc, Ah bah voilà, je cite juste dans le chat les arrivées. Kamel l'Ancien qui nous dit salut les teams, salut à toi. Très content d'avoir des nouveaux membres dans le chat, ça fait très plaisir. On est nombreux ce soir, c'est super. N'hésitez pas bien sûr à faire toutes vos remarques. On essaye de les lire, de les faire remonter dans le plus possible, en essayant quand même de toujours avoir une discussion intéressante. C'est Libane, ou alors je me demandais si ça se lisait Le Ban, en référence bien sûr à nos dernières semaines mouvementées, n'est-ce pas Guillaume, en termes de pouvoir autoritaire, dirons-nous. Tu parlais un petit peu de la culpabilité, pas de la culpabilité, mais des responsabilités, on va dire, partagées entre Bickerstaff et peut-être aussi la construction du roster. Constant, la question à 5 millions, la question qui, si peut-être tu y réponds, on peut t'envoyer directement dans un coaching staff NBA. Donc c'est un petit peu difficile et on t'en voudra pas si tu n'as pas forcément de réponse. Mais est-ce que tu vois justement des possibilités en termes de roster à ce niveau-là? Il y a quand même un cap qui est assez bien rempli en termes salarial. Est-ce qu'il y a des profils à aller chercher? Est-ce que tu envisagerais des choses? Et peut-être juste avant, petite parenthèse parce que j'ai oublié de le préciser, on est vraiment beaucoup dans l'aspect playoff, etc. parce que l'équipe, l'ambition bien évidemment, c'est d'aller plus loin après l'acquisition de Donovan Mitchell en saison régulière, et Guillaume l'a un petit peu mentionné. On est assez d'accord pour dire que ça devrait rouler assez facilement au vu de l'assise défensive et des individualités, notamment Donovan Mitchell et Darius Garland en tête, en termes d'offense. Donc un top 10 offense et défense en saison régulière ne devrait pas s'écrouler. C'est pour ça qu'on axe un petit peu plus le développement de la preview sur l'aspect playoff. Excuse-moi, et je reviens à ma question, Constance, ça t'aura permis de peut-être y réfléchir un petit peu, malgré le fait qu'elle était un petit peu compliquée.
Non, mais pour l'instant, je vois pas de solution en fait à l'effectif des Cavs parce que Guillaume a parlé du cinquième titulaire et je suis d'accord avec ça. La problématique que j'ai, c'est que même si tu prends ne serait-ce qu'élargir le banc, l'an dernier, les Cavs n'avaient pas ça. C'est-à-dire qu'il y avait Caris LeVert qui un coup était titulaire, un coup était sixième homme pour les rotations de playoff. Il y a eu un petit peu de Cedi Osman, mais en fait la rotation était vraiment très faible du côté des Cavs en termes de profondeur d'effectifs. Alors c'est toujours, on ne demande pas d'avoir une équipe compétitive, d'avoir 10 joueurs que tu peux mettre sur le terrain, mais d'avoir une rotation à 6-7 solide, c'est ce qu'il faut avoir. Et les Cavs avaient 4 joueurs solides, et encore, Jarrett Allen est passé à côté de sa série de playoffs. Et même quand vous avez parlé de l'association entre Evan Mobley et Jarrett Allen, je regarde l'effectif des Cavs en l'état sur la saison 2023-2024. Oui, tu as Mobley et Jarrett Allen, mais à partir du moment où tu décides de stagger les minutes et que tu décales un des deux au poste 5, qui tu vas mettre au poste 4? C'est ça une des problématiques que j'ai. Est-ce que tu pars sur du Georges Niang? Est-ce que tu pars sur du Dean Wade? Est-ce que tu pars déjà sur envoyer Emoni Bates au charbon? C'est ça la vraie problématique, c'est qu'au-delà du côté un petit peu original et voire même de moins en moins original d'avoir deux ancres défensives à l'intérieur, tu n'as pas, selon moi, ce poste 4, le poste 4 entre guillemets moderne, qui était un petit peu l'utilisation qu'avaient fait les Cavs avec Lauri Markkanen, même s'il jouait au poste 3, mais les Cavs, tu leur insères. Lauri Markkanen, typiquement, voilà, tu me demandes des réponses à cet effectif, tu me prends le Lauri Markkanen du Jazz l'an dernier, tu le mets dans ce roster de Cleveland, je trouve que ça débloque pas mal de choses. Et au niveau de cette association Mobley-Allen, je trouve que si jamais tu venais à prendre la décision de te séparer de l'un des deux, pour revenir sur une construction d'effectifs un peu plus classique, tu viendrais forcément à te séparer de Jarrett Allen et je me demande, si tu reviens sur une construction plus classique, quels seraient les axes qui pourraient permettre à Cleveland de dire on est potentiellement la meilleure équipe NBA puisque leur objectif c'est d'aller loin en playoff. Je pense que les Cavs, avec le trade de Donovan Mitchell et avec cette construction de roster, s'enferment peut-être dans un... Alors après, tu peux toujours te sortir de situation, mais de par leur construction un peu anachronique, s'ils font marche arrière en disant on repasse sur une construction plus classique, j'ai du mal à les voir vraiment être une des meilleures équipes, ou en tout cas être la meilleure équipe dans le jeu de la construction NBA et de la construction d'un roster en 2023. Donc, est-ce qu'ils peuvent s'améliorer toujours avec l'effectif actuel? Je ne sais pas. Mais au niveau des contrats, ils ont plein de contrats intermédiaires. Donc ça, tu peux toujours un petit peu les bouger. Il y a le cas de Donovan Mitchell qui est encore sous contrat l'an prochain, mais qui a refusé de signer une extension durant l'été. Donc il y a toujours une petite horloge qui se déclenche. Je sais pas, c'est très difficile. Je pense que les Cavs, cette année en tout cas, ils sont entre guillemets obligés ou ils vont persister dans ce modèle-là. Et potentiellement, d'ici un an, si jamais ça fonctionne pas, tu peux partir sur autre chose. Je pense qu'en l'état, avec le gros pari qu'ils ont fait lors du recrutement de Donovan Mitchell, ils sont un peu cadenassés dans cette situation avec deux intérieurs. Kamel Lancien qui nous dit, plus sérieusement, vu la jeunesse de l'effectif, pourquoi vouloir aller trop vite, d'autant plus que l'avenir de Donovan est incertain, autant le trade rapidement et continuer à construire. Est-ce que c'est pas une question qui se poserait après cette saison si jamais il n'y avait pas d'amélioration? On a noté les potentielles améliorations qui seraient surtout en interne, vous l'aurez compris, avec une situation au niveau du roster un petit peu compliquée. En termes d'intersaison, Constant le disait, il y a quand même eu de bonnes choses, notamment par rapport au contexte global et les joueurs qui étaient disponibles, notamment sur le marché. Ils ont été plutôt vers là où les faiblesses étaient du côté des Cavs. Maintenant, si effectivement il n'y a pas un petit peu plus de diversité du côté un peu de Bickerstaff, mais aussi en termes d'évolution des joueurs, on le rappelait, d'Evan Mobley, notamment peut-être un joueur clé là-dedans, ça pourrait malheureusement stagner. Et dans ce cas-là, au vu de la situation contractuelle de Donovan Mitchell, Constant, tu le rappelais, encore en contrat la saison prochaine, puis ensuite avec une player option, est-ce qu'après, il n'y aurait pas le retour, peut-être on se projette un petit peu plus, mais rapidement pour conclure, est-ce que ce ne serait pas potentiellement un arrêt de ce projet-là, du cycle de Donovan Mitchell, pour repartir derrière, entourer peut-être Mobley différemment et garder Darius Garland comme le leader de ce cycle précédent à l'arrivée de Donovan Mitchell? Je ne sais pas, est-ce que l'un de vous voit la chose comme ça? Constant, peut-être, tu parlais tout à l'heure de la situation de Donovan Mitchell plus précisément, du coup je te donne la parole en premier. Moi, ce que je trouve compliqué, c'est que si jamais tu fais un pas en arrière vis-à-vis de Donovan Mitchell, ça va être difficile de retrouver un joueur de cet acabit, même en retardant de une année ou de 2 années.
Et on est quand même sur un joueur qui est, je sais plus où il est précisément dans la SILA, mais dans le DH20, il est 14e. Donc ça reste quand même un joueur qui fait partie des très hauts de la ligue. Et même si tu prends d'un aspect contractuel, c'est que les Cavs, contractuellement, l'extension de Darius Garland, elle a pris effet cet été, je crois. L'extension sur 5 ans, tu as donné 4 années à Max Strus. Tu auras l'extension d'ici 2 ans de Evan Mobley. Evan Mobley, vu comment c'est parti, on va être sur un très gros contrat, excusez-moi. Donc financièrement, ils n'auront pas forcément non plus la flexibilité salariale pour pouvoir récupérer un autre gros joueur. Donc, euh, au niveau du cas Mitchell, je pense que du côté des Cavs, on se dit peut-être, théorie de l'accident l'an dernier, on va voir ce que ça va donner cette saison. Et si cette saison, ça ne fonctionne pas, potentiellement, tu peux repartir sur autre chose. Mais je pense que la pièce la plus amovible, si jamais ça ne fonctionne pas du côté des Cavs cette année, c'est clairement Jarrett Allen. Je ne pense pas qu'ils décideront de se séparer de Donovan Mitchell, même si tu peux toujours te séparer d'un joueur pour qui tu as sacrifié beaucoup de pics, mais c'est quand même difficile de renoncer à ce joueur-là. Et c'est plus facile de renoncer à Jarrett Allen. Donc voilà, je trouve que ouais, ils n'ont pas forcément le temps en fait. La NBA, tout va très vite. Hormis si Darius Garland se transforme en un joueur qui peut intégrer le DH20, que t'es pas si loin que ça du DH20, que ce soit l'an Jamal dernier Murray. ou il y a 2 ans. Après, si tu veux, Jamal Murray. Mais voilà, hormis si vraiment il y a un très gros step du côté de Darius Garland et qu'en fait tu as un axe Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley où tu as 3 joueurs qui sont dans le top 25 du DH20 ou de la syllabe, là pour le coup tu peux faire quelque chose. Mais je pense que les Cavs, ils peuvent pas reculer de ce qui a été fait avec Donovan Mitchell. Ils ont peut-être accéléré leur reconstruction. Enfin, ils ont accéléré, c'est clair et net, ils ont accéléré leur reconstruction. Ils l'ont peut-être accéléré trop vite. Mais je pense qu'ils sont dans une situation où c'est difficile de prendre un pas de côté ou un pas à reculons en disant on repart sur autre chose, un peu plus long terme. Stuff qui nous dit, pour moi, avec le roster actuel, t'as pas d'excuses. Et juste un petit peu avant, si ça marche pas cette année, et JB et Kobe Altman seront pointés du doigt. Tout le monde va jouer gros cette année. C'est un petit peu oui, ce qui se dessine a priori pour les Cavs. Guillaume, tout à l'heure tu voulais intervenir, n'hésite pas. Et puis on va après ensuite se diriger tranquillement vers la preview du Thunder. Non, moi je trouve ça un peu sévère de dire qu'il y a déjà urgence. Ce serait un peu les punir d'avoir été très bons très tôt, je trouve, parce qu'on les attendait pas aussi fort l'an dernier, pas forcément. Et du coup, c'est vrai que moi j'aurais tendance à être plus patient. En plus, bon, Mitchell, pour moi, il n'y a pas trop de questions, hein. Tu le gardes pour l'instant. Et pour moi, si dans ce cycle-là, si tu as un fusible à faire sauter en premier lieu, ce serait le coach. Et une fois que tu auras fait sauter un premier fusible qui est le coach, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, et que tu testes avec un autre coach, et que là, ça bloque encore pendant 2, 3, 4 ans, ok, là, tu pourras peut-être penser à faire éclater le truc, sachant qu'il y a aussi un autre, comment dire, minuteur qui joue un peu en ta faveur, c'est Evan Mobley, qui a été drafté en 2021, si je dis pas de bêtises, qui du coup est dans sa 2e saison, et qui donc, tu vas pouvoir le prolonger d'ici l'an prochain de manière anticipée, et le contrat prendra effet dans 2 ans. Et donc je dis ça parce que pour l'instant, il est payé un contrat rookie, et donc en fait, tu seras bloqué à partir du moment où son extension s'appliquera. Et là, d'accord, là tu seras avec Garland, Mitchell, Jarrett Allen et Evan Mobley. Là oui, là tu seras blindé et tu auras plus de marge de manœuvre. Donc en fait, on va dire que pour moi, à court terme, s'il y a un fusible à faire sauter, ce sera peut-être de tester un nouveau coach. Et en termes de construction d'équipe, c'est vrai que il y a peut-être urgence, je sais pas, mais en tout cas, s'il y a un move à faire ou s'il y a des trucs à faire, c'est maintenant. Parce qu'ensuite, une fois que tu auras blindé et Mitchell et Garland et Mobley, et peut-être aussi Allen, du coup, ce sera bien blindé, justement. Donc là, tu auras moins de marge de manœuvre. Donc ouais, c'est compliqué. Et on en parlait aussi l'an dernier, on disait, bah oui, ils ont mis tous leurs assets pour avoir Mitchell. Donc forcément, il y avait une année de, bah, on fait comme ça parce qu'on a plus d'assets, quoi. On a tout dépensé pour avoir Mitchell. On verra l'an prochain. Bon, on se rend bien compte que l'an prochain, donc cette année, il n'y avait pas non plus une pluie d'assets qui est retombée sur Cleveland à redépenser cette année, quoi. Donc c'est là-dessus où, avec un quatuor comme ça qui est très fort, mais avec aussi certaines limitations, bah ouais, arriver à compléter l'ensemble, c'est pas si facile que ça avec des ressources relativement limitées. Donc c'est un vrai challenge, mais j'avoue que je serais peut-être relativement patient tout de même, moi, de mon côté. Je te rejoins également truc- sur l'aspect fusible du coach. Je pense que c'est souvent ça qui saute en premier aussi dans ce genre de situation.
si jamais ça venait à ne pas s'améliorer, et que du coup il y a quand même cette marge-là. En plus, c'est aussi un moyen de garder les stars, et notamment là, en l'occurrence Donovan Mitchell. Ça permettrait peut-être de lui donner des billes pour le re-signer ensuite, ou pour lui dire, l'amener à prendre potentiellement sa player option, ou avoir de meilleurs résultats un peu dans la foulée. Donc voilà, Stuff qui nous dit tout Cleveland doit faire mieux que ce qu'ils ont montré en playoff. Chaque composante a montré ses faiblesses et doit prouver qu'elle est capable d'évoluer au risque de passer à la trappe. Ça pourrait peut-être nous faire notre conclusion, à moins que vous ayez un mot de fin, Guillaume, Constant. Est-ce que vous voulez conclure d'une autre manière avant qu'on puisse passer à la suite? LeBron James, le retour. C'est 3. Non, mais justement, je trouve que on a parlé du coach étant le premier fusible, mais pour moi, si jamais le coach était le premier fusible, de par la construction du roster, c'est indissociable pour moi de Kobe Altman. C'est-à-dire que si jamais tu renonces à ce projet de Evan Mobley et de Jarrett Allen ensemble, pour moi, Kobe Altman et JB Bickerstaff partent en même temps. Ça, c'est un truc que je peux me tromper, mais je pense que les deux, de par cette construction, sont intimement liés. Et si jamais leur philosophie venait à échouer, je pense que du côté de Dan Gilbert, on pourrait passer à autre chose.